Il était une fois, dans les profondeurs vibrantes d'une savane africaine éclatante de vie, un lieu que peu de voyageurs avaient foulé, un village oublié du tumulte du monde moderne, mais habité d'une mémoire ancienne et sacrée. Ce lieu s'appelait Tamanjo. Tamanjo, le village des brumes rouges et des champs de l'aube, s'étendait comme une perle de terre entre les collines rouges de la lignée Wedo et les rivières chantantes de l'Est. Aux premières lueurs du jour, la brume y dansait sur les toits de chaume, caressait les visages endormis et murmurait aux oreilles des sages. C'était un endroit où le temps ne se mesurait ni en heures ni en saisons, mais en battements de tambour, en récits de griots, en silence du ciel et en souffle d'ancêtres. Ici, chaque pierre avait une histoire, chaque arbre portait un nom ancien, et chaque sentier racontait les pas de ceux qui étaient venus avant. Il y avait le fromager sacré de Mamba, vieux de 1000 ans, dont les racines serpentaient jusqu'au cœur du monde, et le lac noir de Nokon, dont les eaux ne reflétaient que les vérités cachées. Le vent y parlait une langue que seuls les anciens savaient encore entendre. On disait que les enfants nés à Tamanjo avaient dans les yeux la lumière des étoiles anciennes, et dans le cœur les battements d'un monde invisible. À Tamanjo, les traditions n'étaient pas simplement respectées, elles étaient la respiration même du village. Les anciens, hommes et femmes au dos courbé et au regard pénétrant, étaient les gardiens du savoir. On ne les appelait pas par leurs prénoms, mais par les titres qu'ils portaient, ceux qui savent, ceux qui se souviennent, ceux qui ne parlent qu'au moment juste. Ils connaissaient les plantes qui guérissent, les mots qui calment les esprits, les rythmes qui réveillent les ancêtres. Ils pouvaient lire les signes dans la fumée du feu, dans le cri d'un oiseau ou dans les craquements d'un toit la nuit. Les enfants, eux, apprenaient à écouter. Ils s'asseyaient en cercle, les jambes croisées, les yeux rivés sur les lèvres du conteur, et recevaient les récits comme on reçoit une bénédiction. Ils n'interrompèrent pas, ils ne remettèrent pas en cause, car poser trop de questions, disait-on, c'était risquer de déranger les ancêtres, d'ouvrir des portes que seul le silence pouvait garder closes. Les mères transmettaient le respect des interdits, les pères enseignaient l'honneur des gestes répétés, et les griots, seuls à pouvoir oser l'audace des mots, chantaient les exploits des anciens rois, les batailles entre les hommes et les esprits, les pactes silencieux entre les vivants et l'invisible. Mais dans ce village si ancien, si stable, si profondément enraciné dans ses coutumes, un enfant était né. Un enfant pas comme les autres. Il s'appelait Kena. Dès l'instant où il poussa son premier cri, le vent cessa un instant de souffler, et le coq du chef, pourtant muet depuis des mois, se mit à chanter à contre-temps. Certains y virent un signe. D'autres fermèrent les yeux, préférant ne rien y voir. Kena avait une lueur étrange dans les yeux, un feu doux mais insistant. Il observait le monde avec une intensité rare, comme s'il cherchait sans cesse à comprendre au-delà des apparences. Il écoutait les histoires, oui, mais ne s'en contentait pas. Dès qu'il sut parler, il posa des questions. Des dizaines, des centaines. Il voulait tout savoir, comprendre l'origine de chaque chose, le pourquoi de chaque règle, le comment de chaque croyance. « Grand-mère, pourquoi faut-il saluer le soleil avec 3 battements de main? Maman, pourquoi les tambours se taisent quand quelqu'un meurt? Oncle, pourquoi l'on ne doit jamais traverser la clairière d'Igna au crépuscule? » Les adultes souriaient d'abord, amusés, puis peu à peu leur sourire se figea. Les anciens froncèrent les sourcils. Les prêtres murmurèrent que Kena avait une âme trop ouverte, et que cela était dangereux. Car un esprit qui questionne trop est comme une rivière en crue. Il peut emporter les ponts du savoir avant d'avoir appris à les traverser. On tenta de l'ignorer, puis de le faire taire. On lui dit que certaines choses ne se demandent pas, que les réponses viendraient là plus tard, peut-être, ou jamais. Mais Kena ne se tut pas. Sa curiosité était comme un tambour sacré. Plus on tentait de l'étouffer, plus elle battait fort. Il interrogeait les oiseaux, suivait les traces des fourmis, écoutait les racines parler sous ses pieds. Il s'asseyait des heures près du baobab interdit, celui que personne n'osait approcher, persuadé qu'il y entendait des voix, des soupirs, des réponses anciennes. Et c'est là que le murmure naquit. Le murmure qui allait changer le destin de Tamanjo. On disait que l'enfant avait réveillé quelque chose, que les esprits,
dérangé par ces incessantes questions, s'agitait, que les tambours, un jour, ne résonneraient plus, que le feu sacré refuserait de brûler, que le lien entre le monde visible et l'invisible... Chapitre 1. L'enfant et les mille. Pourquoi? Son nom était Kenna, un garçon aux yeux brillants comme les étoiles, à la peau d'ébène luisante, et à l'esprit vif comme un éclair. Dès son plus jeune âge, il n'arrêtait jamais de poser des questions. « Maman, pourquoi le soleil se couche? Grand-père, pourquoi les tambours battent pendant les éclipses? Oncle, pourquoi faut-il craindre l'arbre aux esprits? » Ces questions agitèrent le village. Les anciens froncèrent les sourcils. Les mères le fuyaient, craignant que ces mots n'attirent sur la colère des ancêtres. Seule sa grand-mère, Yayi Nuna, vieille femme au rire cristallin et aux doigts tissés de sagesse, l'encourageait. « Ne cesse jamais de demander, mon petit tambour. » Les plus grands secrets se cachent derrière les questions que personne n'ose poser. Chapitre 2. Le silence des ancêtres. Un jour, alors que le village se préparait pour le rituel du feu sacré, une étrange chose se produisit. Les tambours ancestraux, qui vibrèrent depuis des générations pour bénir les récoltes, restèrent muets. Le feu sacré refusa de s'allumer. Les oiseaux se turent. Le vent lui-même s'arrêta. Le chef du village, Baïdo, décréta un silence total. Nul ne devait évoquer l'incident. Mais Kenna, la nuit venue, se glissa dans la case du conseil, écouta les anciens et entendit des murmures troublants. Le lien avec les ancêtres est rompu. Un esprit curieux a troublé l'équilibre. Chapitre 3. L'appel du baobab. Interdit guidé par un rêve, Kenna se rendit seul à l'arbre interdit au sud du village. Le baobab des secrets, que personne n'osait approcher. Il portait sur son tronc les visages gravés des anciens rois, et il se disait que ses racines touchaient le monde des esprits. Kenna y arriva au crépuscule. Là, il posa la question interdite. « Baobab sacré, pourquoi le feu des ancêtres s'est-il éteint ?» Un vent froid souffla. L'écorce du baobab se fendit légèrement, et une voix ancestrale, grave comme le tonnerre, murmura « Parce que les hommes ont oublié de chercher, parce qu'ils ont cessé de s'interroger. » Chapitre 4. Le voyage invisible. À peine ces mots prononcés, Kenna fut plongé dans une transe. Son esprit voyagea à travers les âges. Il vit ses ancêtres bâtir le village, fuir les guerres, prier sous les étoiles. Il vit des vérités cachées, des pactes oubliés, des savoirs interdits, des erreurs effacées par l'orgueil. Lorsqu'il revint à lui, le tambour du baobab résonna. Seuls, les esprits avaient parlé à travers lui. Chapitre 5. Le jugement. Mais lorsqu'il raconta son voyage, le village le rejeta. Le chef le convoqua. « Tu as réveillé des choses que seuls les sages devaient porter. Tu as osé défier les lois. » Mais Yayi Nuna intervint, debout, fier malgré son âge. Il n'a rien défié. Il a écouté là où nous avons cessé d'entendre. Il a vu ce que nos cœurs ont fermé. Kenna n'est pas un enfant maudit, il est le gardien d'un renouveau. Les anciens, émus, finirent par écouter Kenna. À travers ces mots, des vérités enfouies furent révélées. Le village se souvint de promesses anciennes, de connaissances sacrées oubliées. Et lorsque Kenna fit à nouveau battre le tambour ancestral, le feu sacré s'embrasa. Chapitre 6. Le nouveau cycle Kenna ne devint pas roi, ni chef de guerre. Il devint le gardien des pourquoi. Le premier à enseigner aux enfants que poser des questions, c'est honorer les ancêtres et chercher à les comprendre, pas à les défier. Il forma un cercle de jeunes curieux, qu'il appelait les oreilles de la terre, chargés d'écouter les signes, d'interroger le monde et de transmettre le savoir non figé, mais vivant. Épilogue. L'écho des questions. Aujourd'hui encore, à Tamanjo, chaque fois qu'un enfant pose une question, les anciens sourient, car ils savent que dans cette question se cache peut-être la clé du prochain miracle. Et lorsqu'un vent léger agite les feuilles du baobab des secrets, on dit que c'est l'esprit de Kenna qui souffle. La vraie sagesse commence là où naît une question. Morale de l'histoire, ce n'est pas en répétant les réponses qu'on grandit, mais en osant poser les bonnes questions.